s'est exprimé en milieu de journée. Ici, clairement, le Rassemblement national affiche son souhait déjà de se projeter à 2025 et la dissolution. Pour eux, c'est ça le calendrier. Oui, très clairement, ils ont dit... on avait un doute sur la stratégie de Marine Le Pen depuis la défaite aux élections législatives parce qu'ils prévoyaient d'avoir une majorité soit absolue, soit relative. Et finalement, ils arrivent en troisième gros bloc derrière le nouveau Front populaire et derrière la majorité présidentielle. Donc, ils doivent définir une nouvelle stratégie pour savoir quel va être l'objectif de conquérir le pouvoir. L'objectif de Marine Le Pen, c'est de prendre l'Élysée, soit en 2027, soit avant, si par cas le président de la République remettait son mandat en jeu par une démission ou par une éventuelle destitution qui apparaît improbable à l'heure actuelle. Donc, comment faire pour pouvoir élargir le socle du Rassemblement national? Il faut analyser la défaite. Et ce qu'elle dit à peu près, c'est qu'en fait, le problème et le cœur du sujet sur pourquoi le Front républicain était beaucoup plus puissant que prévu alors qu'on le disait moribond et faible, c'est en raison des attitudes de certains candidats qui apparaissaient comme avoir des propos racistes, et on va y antisémites, revenir etc. Dans quelques minutes. Donc, qui ont alimenté en fait un vote de gauche vers les macronistes et un vote macroniste en faveur des candidats de gauche lors des seconds tours. Le deuxième paramètre qu'elle voit, c'est que l'organisation de son parti apparaît comme trop faible et mal préparée pour pouvoir faire face à une échéance aussi importante, donc préparer les élections d'ici un an. Le troisième paramètre que je vois, par contre, qu'elle ne parle pas, c'est de la compétence de ses candidats et même du principal concerné qui était à l'époque Jordan Bardella, qui apparaissait, je pense, comme trop tendre, notamment sur une grande partie des sujets, notamment en raison de son âge. Est-ce qu'il pouvait gouverner l'État à 28-29 ans? Est-ce qu'il apparaissait comme crédible sur les sujets économiques, etc. Et je pense que ça a motivé une grande partie des électeurs à faire front républicain pour faire barrage au second tour contre les candidats du Rassemblement national. Bélir, aujourd'hui, les enjeux auxquels vont être confrontés le Rassemblement national dans les prochaines semaines, puis finalement l'enjeu principal auquel il est confronté là tout de suite, ce sont ces brebis galeuses, comme les a appelées Jordan Bardella il y a déjà quelques semaines. Ici, c'est quoi l'objectif? On fait un grand nettoyage pour repartir sur de bonnes bases? Même c'est depuis que Marine Le Pen est devenue présidente du Rassemblement national, enfin à l'époque Front National devenu Rassemblement national en 2011, elle a cherché à tourner la page de l'héritage de son père, de Jean-Marie Le Pen, ou entamer ce qu'on appelle la stratégie de dédiabolisation, à l'époque entamée par un ancien numéro 2, Florian Philippot, et poursuivie maintenant avec Jordan Bardella. L'objectif, c'est de dire le Rassemblement national n'est plus le Front national, c'est plus celui de Jean-Marie Le Pen. C'est un parti comme ce qu'on rencontre en Europe, de droite nationale, conservatrice, et puis un parti d'extrême droite. Donc pour ça, il faut purger tous les liens historiques qui ont pu lier à la fondation de ce parti. Premier point, vous éliminez toutes les personnes qui ont des liens antisémites, racistes, etc. On estime que c'est entre 25 et 30% des délégués départementaux du mouvement qui pourraient être remplacés. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme, mais je pense que pour différentes raisons, on arrive à 30%. Je pense que le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont réussi à bien nettoyer les figures nationales. C'est comme si, à peu près, vous vendez un fonds de commerce, vous faisiez un ravalement de façade, mais que le fonds de commerce restait mauvais à l'intérieur. Ils n'ont pas réussi complètement à tout nettoyer. Le deuxième point, c'est que le plan, ce qui appelait le plan Matignon, mené à l'époque par l'ancien directeur général Gilles Penel, n'a pas réussi à être mis en place dans la mesure où il y avait beaucoup de candidats qui étaient finalement très mauvais, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et donc, si par cas, elle veut poursuivre sa stratégie de normalisation, elle a besoin de tout clean, de tout nettoyer, pour pouvoir arriver et montrer aux Français, regardez, nous ne sommes plus le Front National de l'époque. Parce que tout simplement, c'est une question de confiance à l'élection. Qui dit que si elle souhaite véritablement entamer ce qu'on appelle la dédiabolisation et la normalisation, qu'une fois au pouvoir, elle ne mènera pas une politique qui est contraire à ce qu'elle a dit. Surtout qu'en fait, on a vu globalement, et les Français l'ont vu, que beaucoup de politiques ont été élus sur des promesses et finalement, ils ont fait un peu l'inverse de ce pourquoi ils avaient été élus. Donc je pense qu'elle a besoin de montrer aux électeurs et aux Français qu'il ne faut pas avoir peur du Rassemblement national, que ce soit à la tête d'affiche ou que ce soit au niveau des fédérations départementales, il faut tout nettoyer. Et l'autre point qu'elle a aussi, c'est surtout un problème de compétence, c'est-à-dire qu'on a vu aussi beaucoup de candidats qui ne savaient pas s'exprimer, qui ne connaissaient pas les sujets et qui ne connaissaient pas le programme du Rassemblement national, qui n'étaient pas capables de pouvoir l'expliquer. Michel Noblecourt, dans le Rassemblement national qui augmente fortement année après année, c'est quelque chose que vous avez constaté vous aussi? Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que Marine Le Pen a changé de ligne politique par rapport à son père. Il y a ce qu'on appelle un RN du Nord et un RN du Sud. Le RN du Sud est porté sur des dynamiques classiques qui étaient les fondamentaux du parti, c'est-à-dire sécurité, immigration. C'est un vote qui est concentré dessus et donc qui a une confusion entre les électeurs de droite et les électeurs du Rassemblement national. Elle a fait des grandes progressions parce que les électeurs de droite, dans le PACA, dans le Midi, etc., ont basculé au Rassemblement national parce qu'ils trouvaient le RPR, et elle est devenue MP puis après LR, trop faible sur ces questions et pas assez dynamique. Ensuite, après, elle est partie conquérir un autre électorat, qui est le RN du Nord. Elle a récupéré en fait l'ancien électorat du Parti communiste, plutôt ouvrier et ce qu'on appelle les classes moyennes paupérisées, dans le Nord et dans le Grand Est. En fait, c'est à peu près ça, le bassin du vote du Rassemblement national, jusqu'à peu près 2022. Ensuite, depuis le second tour de l'élection présidentielle, auquel elle a quand même récolté 42%, beaucoup de Français, notamment à peu près une dizaine de pourcents des Français, ont
voté Rassemblement national de plus qu'en 2017. Et comme ils ont voté Rassemblement national, en fait, ils n'ont plus la barrière psychologique qui est de voter Rassemblement national. Donc maintenant, elle a un potentiel électoral compris entre 35 et 42%. Pourquoi est-ce qu'elle a un potentiel à peu près comme ça? Je pense que on va dire le septennat d'Emmanuel Macron a demandé une crispation sur les questions d'ordre donc tous ceux qui voulaient plus d'ordre se sont tournés vers le Rassemblement national. Il y a une deuxième crispation qui a été portée dernièrement sur la réforme des retraites. Et toutes les personnes qui votaient pour les questions sociales se sont davantage tournées vers le Rassemblement national, notamment ce qu'on appelle la classe ouvrière, la classe blanche moyenne qui a été paupérisée. Ça a été alimenté également par les problèmes d'inflation, auquel pour la première fois, et ce n'était pas le cas notamment en 2008, le pouvoir d'achat réel des Français a baissé en raison du fait que comme l'inflation a été plus élevée, en fait le pouvoir d'achat réel des Français a été comprimé. Ça, c'est à peu près le deuxième bloc. Le troisième bloc maintenant sur lequel, pourquoi elle fait 35-37% aux dernières élections législatives et pourquoi elle est maintenant dans les sondages à peu près à ce niveau-là, c'est la déception qui était liée à Emmanuel Macron. En fait, il y a beaucoup d'électeurs qu'on a vus macronistes qui se sont tournés vers le Rassemblement national. Et donc l'électorat que je vous ai écrit dernièrement, plutôt du Sud, plutôt du Nord, donc plutôt ouvrier, plutôt retraité et plutôt de classe moyenne, c'est rajouter un nouvel électorat qui est CSP+, qui est davantage retraité et qui est davantage porté sur les questions économiques. Donc, d'où le recentrage de Marine Le Pen sur la normalisation, la dédiabolisation, plus un recentrage sur les questions économiques qui fait que maintenant, elle a un potentiel électoral qui est de plus en plus large et de plus en plus varié. Maintenant, il y a toujours des limites. Le premier problème, c'est qu'elle n'arrive toujours pas à dépasser ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire qu'importe la stratégie de dédiabolisation, le Front républicain s'est toujours maintenu et s'est exprimé largement lors des dernières élections législatives. Le deuxième point, c'est la crédibilité sur les différentes questions. Sur la question de la dette, sur les questions économiques qui font toujours peur à certains électorats qui préfèrent toujours Emmanuel Macron ou les partis de droite traditionnels au Rassemblement national. Le dernier point, c'est tout ce qui est les questions de racisme, les portées d'atteinte sur la démocratie, etc., qui font toujours barrage et qui bloquent toujours le fait que Marine Le Pen puisse un jour dépasser le plafond de verre. William Tay. Alors, il y a deux points. Le premier, c'est que par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il y a deux lignes au Rassemblement national. Il y a celle du Nord, qui est davantage tournée vers les classes moyennes et les classes ouvrières. Et il y a celle du Sud qui parle davantage aux retraités. Notamment, c'est pour ça qu'ils font alliance avec Ciotti, qui est élu dans le Sud. Et Ciotti n'est pas sur la même ligne. Et donc, tous les élus du coin ne sont pas sur la même ligne que les élus du Nord. Ciotti est davantage libéral. Il avait porté une retraite à 65 ans. Et une grande partie, en fait, comme une grande partie de l'électorat du Sud est très retraité et très âgé, c'est pas grave qu'on allonge l'âge de départ à la retraite. De toute façon, ils sont déjà à la retraite. Ils sont déjà à la retraite, donc c'est pas très grave que vous portez des efforts supplémentaires. Par contre, ceux du Nord et l'électorat de Marine Le Pen, le cœur électoral, je crois qu'elle fait 60% chez les ouvriers, 50% chez les employés, les catégories intermédiaires, etc. Là, eux, ils sont très attentifs sur cette question et ils demandent à Marine Le Pen une abrogation. Et elle a une difficulté stratégique. Est-ce qu'il faut parler au cœur électoral ou est-ce que potentiellement, il faut faire un revirement comme elle a fait sur l'euro pour pouvoir attirer un nouvel électorat potentiel qui vient plutôt de la droite, pour élargir son bloc électoral et casser ce plafond de verre. Actuellement, elle reste plutôt sur cette stratégie. En plus, ça permet de faire un coup politique parce que ça oblige le NFP à se positionner pour ou contre son idée. Parce qu'elle va dire très clairement lors de la niche parlementaire, moi je propose l'abrogation de la réforme des retraites, électeurs députés du Nouveau Front Populaire, votez avec moi. Et ils auront une difficulté stratégique qui est très forte. Est-ce qu'il faut accepter, au nom de la suppression de l'abrogation des réformes des retraites, soutenir un projet de loi déposé par le Rassemblement national? C'est la deuxième difficulté. Le troisième point qui est là sur le point global, je pense en termes de difficulté, c'est en fait, pour arriver à l'élection présidentielle, quelle stratégie vous faites? Et là, dessus, on a un exemple notamment qui vient en Italie, c'est celui de Giorgia Meloni. On a vu progressivement que Giorgia Meloni tenait des positions qui étaient très sociales pendant la campagne électorale et progressivement, elle s'est rapprochée et a séduit le milieu économique du nord de l'Italie. Est-ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella, n'utilisent pas Jordan Bardella et Ciotti pour séduire le milieu économique et les grandes entreprises dans l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir pour calmer les marchés financiers? Pour la faire élire, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Est-ce qu'il y a des pistes évoquées? Il y a deux possibilités. Soit il l'utilise comme égérie en se disant que ça va être le porte-étendard parce qu'il y a la probabilité d'une nouvelle élection législative anticipée est très importante avec la déclaration de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'en cas de motion de censure adoptée par LNFP et le Rassemblement national, le gouvernement Barnier tombe. Et si par cas c'est de manière répétée, le président de la République n'aura d'autre choix que de dissoudre et de provoquer de nouvelles élections. Dans ce cas-là, il la garde comme nouvel étendard et il la remette pour les prochaines élections, surtout si c'est dans un an. Est-ce que c'est très stratégique, étant donné qu'elle a déjà été écartée une première fois par Emmanuel Macron? La possibilité, je pense, qui est la plus probable, c'est que et Olivier Faure, et Mélenchon, et Tondelier, et Roussel s'en débarrassent gentiment et lui demandent de prendre la suite. Certes, ils peuvent la garder,
mais elle sera plus la leader dans la mesure où chacun des partis a des intérêts qui sont complètement différents. Il ne faut pas oublier que le Front populaire, c'est même passé pour la NUPES en 2022, c'est des partis qui se sont coalisés pour prendre le pouvoir. Ce sont des partis qui sont solidaires, mais surtout qui sont concurrentiels. Chacun des partis essaie de jouer sa carte en vue de prendre le leadership au sein de ce bloc. Le PS l'a tenté avec Raphaël Glucksmann lors des dernières élections européennes et Jean-Luc Mélenchon essaie de le faire continuellement en vue de la préparation de l'élection présidentielle. Donc en fait, vous avez un ensemble d'agendas qui fait que l'élection législative et la prochaine élection présidentielle se chevauchent, auxquels les insoumis, les socialistes essaient de tirer leur épingle du jeu pour prendre le leadership et que les écologistes et les communistes essayent de ne pas disparaître et de ne pas être engloutis par les deux forces dominantes du nouveau Front populaire et donc de mettre en avant et leurs propositions et leurs candidats et leurs têtes d'affiche. Dessus, en fait, Barnier n'a pas trop le choix parce que il est sous la menace du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire un programme suffisamment à droite pour que le Rassemblement national ne censure pas. Dans le même temps, le barycentre de sa majorité est davantage au centre-droit plutôt qu'à la droite, très à droite. Mais la suspension et la menace constante de Marine Le Pen de censurer en disant s'il y a une hausse d'impôts, je censure, s'il y a un programme qui est trop en faveur des flux migratoires, je censure, etc., oblige Barnier à droitiser son discours et à revenir au Barnier qu'on avait connu en 2021 lorsqu'il était candidat à la primaire des Républicains. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre que je vois, c'est qu'en fait, LR a un avantage de poids, même s'ils sont très faibles électoralement. En fait, ils sont au barycentre de si par cas vous faites une coalition allant du RN à Ensemble pour la République, c'est-à-dire qu'ils sont pile au milieu, c'est-à-dire c'est eux qui font la jonction entre les deux en termes programmatiques, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan sécuritaire et sur le plan immigration. Là où ça donne une clé pour le nouveau Front populaire, c'est que les positions de LR sont les plus antagonistes avec celles du nouveau Front populaire. C'est-à-dire qu'autant il y a des jonctions entre le RN et le nouveau Front populaire sur les questions économiques, notamment sur la réforme des retraites, mais le programme de LR, qu'est-ce que c'est ? Baisse des dépenses publiques, baisse des impôts, augmentation des budgets de sécurité, fermeture des flux migratoires, on l'a vu lors de la dernière loi Asile-Immigration, qui était notamment portée par Bruno Retailleau lors de la commission mixte paritaire. Et sous tout cet totem-là, le nouveau Front populaire votera contre. Et donc, ça leur permet un sentiment d'unité. Ça n'empêche pas chacun de jouer sa propre partition en disant il vaut mieux l'amender comme un social-démocrate plutôt que de faire l'opposition forte. C'est l'histoire des deux gauches. Ça, on a connu ça depuis le congrès de Tours. C'est la gauche radicale contre la gauche social-démocrate. La gauche social-démocrate cherchera à amender sur le fond. La gauche radicale cherchera à s'opposer, à manifester dans la rue.